Les couloirs froids de l'hôpital Saint-Antoine résonnaient du bruit métallique des chariots et du bip incessant des machines. J'étais allongé sur ce lit blanc, le souffle court, la poitrine oppressée, le corps miné par une maladie que je n'avais jamais imaginé affronter. Tout autour de moi, les visages des infirmières se brouillaient, comme si je flottais entre deux mondes. C'est alors qu'une peur viscérale m'a envahi, et si je ne sortais jamais vivante de cet endroit? Dans ce moment suspendu, une seule image me revenait, obsédante, celle de ma fille, Claire. Ses yeux clairs, remplis de rancune, de blessures accumulées, de silence trop lourd. Des années à l'avoir critiquée, ignorée, manipulée, croyant que je savais mieux qu'elle ce qu'elle devait être. Des années à lui voler son sourire au nom d'un amour déformé par mon narcissisme. Et maintenant, cloué sur ce lit, je comprenais l'ampleur du désastre, j'avais été une mère destructrice. La panique s'est mêlée au regret. Je sentais que chaque battement de mon cœur était un compte à rebours. J'ai murmuré son prénom, à peine audible, comme une prière désespérée, Claire. Peut-être ne viendrait-elle jamais. Peut-être m'en voulait-elle trop pour franchir la porte de cette chambre stérile. Mais si j'avais une chance, une seule, de lui dire ce que je n'avais jamais eu le courage d'avouer, c'était maintenant. Dans le silence oppressant, une larme a roulé sur ma joue. Ce n'était pas seulement la peur de mourir qui m'écrasait, mais celle de partir sans avoir demandé pardon. Et dans ce vertige de douleur et de lucidité, je compris enfin que la vraie maladie n'était pas seulement dans mon corps, mais dans les blessures que j'avais infligées à ma propre fille. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, j'aimerais vous poser une question très simple, mais importante. Globe sur la zone Europe-Amérique. Dites-moi dans les commentaires, de quel endroit vous nous regardez? Êtes-vous à Paris, à Lyon, à Marseille, ou peut-être dans un petit village de Bretagne, de Provence ou du nord de la France? Votre voix compte, et vos réponses créent un lien puissant entre nous toutes. Car cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une femme, c'est aussi le miroir de nombreuses vies. C'est l'histoire d'une mère et d'une fille, d'un amour abîmé, de silence trop long, et de la quête d'un pardon qui semblait impossible. Une histoire qui pourrait être la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Alors, avant tout, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous êtes, et installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction légère. C'est un voyage émotionnel, brut, parfois douloureux, mais profondément humain. Une plongée dans les blessures de l'âme, et dans la force incroyable qu'il faut pour les guérir. Restez jusqu'à la fin, car le chemin de cette mère va vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer, aimer différemment, et reconstruire. Peu importe l'âge, peu importe le passé, il existe toujours une porte qui s'ouvre vers l'espoir. Maintenant, entrons ensemble dans le premier chapitre de ce récit. Le ciel de Paris était d'un gris lourd ce matin-là, presque métallique. Depuis la fenêtre de mon appartement du 11e arrondissement, je voyais les toits alignés comme des sentinelles muettes, et je ressentais un vide que je n'avais jamais osé nommer. Mon corps me trahissait depuis des semaines. Des douleurs diffuses, une fatigue qui me collait à la peau, et cette impression d'étouffer à chaque respiration. Mais comme toujours, j'avais refusé d'écouter. J'étais Marie, la femme forte, la mère qui contrôlait tout. On m'avait appris que montrer ses faiblesses était une honte. Pourtant, ce matin-là, en descendant les escaliers, mes jambes m'ont lâché. Un vertige violent, une chute sourde contre la rampe métallique, et le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais entouré de visages inconnus, penchés sur moi, leurs voix floues résonnaient dans ma tête comme des échos lointains. Madame, vous m'entendez? Vous pouvez respirer? J'ai voulu répondre, mais ma bouche était sèche, mes mots coincés dans ma gorge. La panique a grimpé en moi comme une marée glacée. À l'hôpital Saint-Antoine, l'odeur âcre de désinfectant m'a immédiatement rappelé mes anciennes visites pour des examens que j'avais toujours reportés. On m'installait sur un lit, les néons blancs me brûlaient les yeux. J'avais envie de fuir, de nier, mais mon corps ne m'obéissait plus. J'étais prisonnière. Une infirmière m'a serré la main, « Restez avec nous, madame, tout ira bien. » Mais au fond de moi, je savais que rien n'irait bien. Quelque chose s'effondrait, et ce n'était pas seulement ma santé. Allongé là, relié à des machines, je repensais à ma vie. Les images défilaient comme un film mal monté, mon mariage raté, mes disputes incessantes, mes colères soudaines, et surtout, ma fille Claire.
Je la revoyais, petite fille aux boucles blondes, qui me tendait ses dessins avec un sourire timide. Moi, je les avais souvent déchirés d'un mot sec, ce n'est pas comme ça qu'on fait. J'avais cru l'élever dans l'exigence, mais je l'avais enfermée dans mes attentes démesurées. Chaque souvenir me frappait comme une gifle. Les repas où je ridiculisais ses choix, les anniversaires où je critiquais sa robe, les silences glacials quand elle tentait de me confier ses peines. J'avais été une mère narcissique, obsédée par mon image, incapable de voir la sienne. Et maintenant, dans ce lit d'hôpital, je comprenais que le prix de mon orgueil n'était pas seulement la solitude, mais peut-être la perte définitive de son amour. Le médecin est arrivé, austère, lunettes rectangulaires, le regard droit. « Madame, vos résultats ne sont pas bons. Votre cœur est affaibli, et vos poumons présentent une inflammation grave. Il va falloir un suivi immédiat. » Ces mots tombaient comme des pierres. J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai hoché la tête. À quoi bon protester? Le verdict était là. Ce soir-là, dans la chambre stérile aux murs pâles, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Mes cheveux, autrefois soigneusement coiffés, pendaient en mèches ternes. Mon visage portait les traces de l'âge et de l'amertume. Et pour la première fois, je me suis dit, Marie, tu n'es plus invincible. J'ai fermé les yeux, et dans ce silence assourdissant, j'ai senti la douleur la plus profonde, pas celle de mon corps, mais celle d'avoir gâché l'amour de ma fille. La nuit à l'hôpital avait une étrangeté presque irréelle. Le silence n'était jamais complet, un bip, un pas feutré dans le couloir, une porte qui grince. Mais dans mon esprit, il y avait un tumulte. J'essayais de dormir, pourtant chaque fois que je fermais les yeux, les souvenirs revenaient comme des fantômes. La voix de Claire à 16 ans, claquant la porte de sa chambre, « Tu ne comprends jamais rien. » Mon regard dur, mon silence volontaire, comme une arme pour la faire plier. Et ce soir-là, je réalisais qu'elle avait eu raison. Je n'avais jamais rien compris, ou plutôt, je n'avais jamais voulu comprendre. Je fixais le plafond, les larmes roulant sans bruit. Moi qui m'étais toujours vanté de ne jamais pleurer, voilà que je me noyais dans mes regrets. C'était un effondrement intérieur, un séisme que personne autour ne pouvait deviner. Aux yeux des médecins, je n'étais qu'une patiente parmi tant d'autres. Mais moi, je sentais que c'était plus que ma santé, c'était ma vie entière qui me jugeait. À un moment, une infirmière est entrée, une jeune femme brune au regard doux. Elle m'a aidé à me redresser, à vérifier mes constantes, puis à murmurer, « Vous avez de la visite demain, votre fille a appelé. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. Claire? Était-ce vrai? Après toutes ces années où je l'avais repoussée, blessée, humiliée, elle avait osé franchir le pas? Un mélange de joie et de terreur m'a traversé. Et si elle venait seulement par devoir? Et si elle ne voulait que me dire adieu? Je n'ai pas dormi de la nuit. J'attendais, comme une condamnée qui redoute son jugement. Chaque bruit de pas dans le couloir me faisait sursauter. J'imaginais son visage, son regard froid, ses lèvres serrées. Peut-être viendrait-elle pour m'écouter supplier, et repartirait sans un mot. L'idée me glaçait. Pourtant, une part de moi espérait. Espérait qu'au-delà de toute la douleur, il restait un fil, aussi fragile soit-il, qui nous reliait encore. Le matin est arrivé avec une lumière crue qui filtrait à travers les stores de ma chambre. J'avais les mains moites, le cœur battant comme un tambour, incapable de calmer cette angoisse. J'avais affronté des épreuves dans ma vie, un divorce humiliant, des dettes, des humiliations sociales, mais jamais je n'avais connu une peur aussi viscérale que celle d'affronter le regard de ma fille. Ce n'était pas la maladie qui me terrifiait, c'était elle. Claire, cet enfant que j'avais façonné à coups de critiques, cette femme que j'avais éloignée par mes obsessions. Je me souvenais d'un épisode précis, qui revenait comme une gifle. Elle avait 10 ans. Elle avait préparé un petit spectacle dans le salon, avec des pas de danse maladroits, un tutu rose un peu trop grand. Elle souriait, ses yeux cherchaient mon approbation. Moi, je l'avais arrêtée d'un geste sec, ce n'est pas digne. Tu n'es pas faite pour ça. Je l'avais vue s'effondrer, éteindre sa joie, s'asseoir dans un coin, le regard perdu. À cet instant, sans le savoir, j'avais détruit un morceau de son enfance. Et des scènes comme celle-là, il y en avait eu des dizaines. Chaque souvenir remontait comme une vague qui m'écrasait.
J'avais été prisonnière de mon image, toujours impeccable, toujours exigeante, toujours au-dessus. Une mère qui voulait que sa fille brille, mais uniquement dans le rôle que j'avais choisi pour elle. J'avais transformé mon amour en cage. Et maintenant, allongée dans ce lit d'hôpital, j'en payais le prix le plus cruel, son absence, sa froideur, son silence. Vers 10 heures, on a frappé doucement à la porte. Mon souffle s'est coupé. L'infirmière a entrouvert, et derrière elle, j'ai vu une silhouette. Claire. Mon cœur s'est serré, mes yeux se sont embués. Tout en moi voulait lui dire 1000 choses à la fois, mais aucun mot n'est sorti. Elle est entrée, son pas hésitant, son regard méfiant. Et dans ce court instant suspendu, j'ai compris que la vraie chute n'était pas ma maladie, mais ce moment où j'allais devoir affronter les conséquences d'une vie entière. Claire s'est avancée lentement, tenant son sac serré contre elle comme un bouclier. Elle portait un manteau bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon simple. Elle avait grandi, changé, et pourtant je voyais encore la petite fille que j'avais autrefois réduite au silence. Son parfum léger, mélangé à l'odeur stérile de la chambre, m'a bouleversée. Elle s'est arrêtée au pied de mon lit, sans un sourire, son regard planté dans le mien, dur, mais pas indifférent. Ce n'était pas de la haine. C'était pire, c'était une distance glaciale. Je voulais tendre la main, mais mes doigts tremblaient. Aucun mot ne me venait. Comment résumer des décennies de blessures dans une simple phrase? Comment briser un mur que j'avais moi-même construit, brique après brique? J'ai ouvert la bouche, et ma voix est sortie brisée, Claire. Elle n'a pas répondu. Elle a posé son sac sur la chaise, s'est assise, droite, les bras croisés. J'ai senti son silence me juger plus que n'importe quel reproche. Chaque seconde pesait comme une éternité. Je voulais pleurer, mais je me retenais. J'avais toujours considéré les larmes comme un signe de faiblesse. Pourtant, mes yeux brûlaient, et je savais qu'elles finiraient par jaillir. Alors, j'ai choisi de parler, même maladroitement, je sais que je n'ai pas été la mère que tu méritais. Ma voix s'est brisée sur ces mots, et j'ai vu ses lèvres trembler, à peine. Mais elle est restée muette, comme si elle attendait plus, beaucoup plus. Le médecin est entré à ce moment-là, rompant ce face-à-face insoutenable. Il a donné quelques instructions, a parlé de traitement, de repos. Je n'entendais presque rien. Tout ce que je voyais, c'était Claire, là, assise, présente malgré tout. Et dans ce simple fait, il y avait déjà un miracle, elle n'avait pas fui. Quand le silence est revenu, j'ai compris que ma chute n'était pas seulement physique. C'était le moment où je devais faire face, sans masque, sans excuse. Pour la première fois, je n'étais plus la mère qui commande, mais une femme qui implore. Et ce sentiment, aussi douloureux soit-il, était peut-être le début de quelque chose. La nuit suivante fut encore plus longue que la précédente. Le souffle court, le cœur lourd, je me suis retrouvée face à un silence intérieur qui hurlait plus fort que n'importe quelle douleur physique. Claire était venue, oui, mais son regard avait transpercé mon âme. Ce n'était pas une visite réconfortante, ni une preuve de tendresse retrouvée. C'était comme si elle s'était présentée en témoin, pour constater l'état dans lequel j'étais tombée, et pour me rappeler que mes blessures n'étaient pas invisibles. Je la voyais encore, assise sur cette chaise métallique, son manteau bleu posé à côté d'elle, son visage fermé. Elle avait parlé si peu. Quelques mots polis, mécaniques, tu dois te reposer, le médecin dit que c'est sérieux, je reviendrai demain peut-être. Mais rien de plus. Pas un seul signe d'affection, pas une main posée sur la mienne. Et pourtant, sa simple présence avait fait remonter en moi une vérité que j'avais fui toute ma vie, j'avais perdu ma fille bien avant ma maladie. Dans le noir de la chambre, les souvenirs s'accumulaient, m'écrasant sous leur poids. Claire adolescente, rentrant de l'école, les épaules voûtées. Moi, assise dans le salon, lui lançant des reproches. Tes notes ne suffisent pas, regarde la fille de ta cousine, elle réussit. Claire baissait les yeux, se murait dans le silence, et je croyais que ce silence était une preuve d'obéissance. En réalité, c'était le cri étouffé d'une enfant qu'on étouffe. Chaque scène revenait comme une lame de couteau. L'anniversaire de ses 18 ans, où je n'ai pas su lui dire un mot gentil. Le jour où elle est partie à l'université, et où je n'ai pensé qu'à lui rappeler ses devoirs au lieu de lui souhaiter bonne chance.
Le soir où elle m'a confié son premier chagrin d'amour, et où je lui ai répondu sèchement, « Tu exagères, ce n'est rien ». J'avais minimisé ses douleurs, écrasé ses élans, nié son identité. J'étais un vide ambulant, une mère qui avait remplacé l'amour par la domination. Et maintenant, dans ce lit d'hôpital, je sentais ce vide m'engloutir. Ce n'était pas seulement ma fille que j'avais perdue. C'était moi-même. Qui étais-je, si ce n'était une façade ? Une femme bien habillée, respectée par ses collègues, admirée de loin, mais détestée dans l'intimité de son propre foyer. Mon narcissisme avait été mon armure, mais il s'était fissuré, et à travers les fissures, je découvrais l'étendue de ma solitude. Le lendemain matin, Claire est revenue. Toujours aussi droite, toujours aussi distante. Elle a posé une boîte de chocolat sur la table, un geste simple, banal. J'ai murmuré un merci, la voix tremblante. Elle a répondu par un signe de tête. Et ce silence pesant a rempli la pièce. J'aurais voulu hurler, me jeter à ses pieds, lui demander pardon. Mais je n'avais pas encore la force. Mon orgueil se débattait encore, ce démon intérieur refusait de lâcher prise. Alors, j'ai gardé le silence. Et dans ce silence, j'ai senti la profondeur du vide que j'avais créé entre nous. Ce n'était pas un simple fossé. C'était un abîme. Et j'avais peur qu'aucun pont ne puisse jamais le traverser. Le 3e jour, Paris s'est réveillé sous une pluie fine, une bruine qui collait aux vitres comme un voile. Depuis mon lit, je distinguais les silhouettes pressées des passants sur l'avenue Ledru-Rollin, parapluies noirs ouverts, pas précipités, chacun emportant son lot d'histoires invisibles. La mienne, je la voyais désormais à nu. Sans vernis. Sans excuse. Et elle me donnait la nausée. Une psychologue du service est venue s'asseoir près de moi. Elle s'appelait Madame Lefebvre, la cinquantaine, une voix douce, des gestes mesurés. Elle ne m'a pas brusqué. Elle m'a posé peu de questions, mais des questions justes, qui coupaient comme un scalpel. Quand avez-vous commencé à avoir peur de ne plus contrôler ? J'ai voulu répondre, jamais. Le mot s'est coincé. Des images se sont imposées, mon propre père, rigide comme une statue, le bruit sec de sa montre qu'il déposait sur la table avant de me juger, ces dîners où l'on n'avait pas le droit d'être enfant. J'ai compris d'un coup, j'avais reproduit, sans même m'en rendre compte, la froideur que j'avais subie. J'avais simplement changé de costume, mais la scène était la même. Le vide s'est élargi dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement la maladie, c'était la mémoire. Une mémoire qui pèse, qui modèle les gestes, qui empoisonne l'amour. J'ai murmuré, je ne sais pas aimer sans exiger. La psychologue a hoché la tête, sans me plaindre, sans me condamner. Alors vous pouvez apprendre. Si vous le décidez. Apprendre. À mon âge. Après tant de dégâts. Le mot m'a semblé à la fois dérisoire et immense. Claire est entrée plus tard, avec un sac en papier craft d'une boulangerie de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Elle a sorti une brioche feuilletée, l'a posée près de l'eau minérale. Geste simple. J'ai senti une boule remonter à ma gorge. Elle n'a pas demandé si j'aimais toujours ça. Elle savait. Sous les couches de silence, il y avait des souvenirs que même la colère n'avait pas effacés. « Tu peux manger un peu ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, merci, Claire. » Elle a réajusté mon oreiller, sans me toucher la main. Cette délicatesse à distance m'a brisé le cœur. Son visage restait fermé, mais ses gestes étaient précis, presque tendres. C'était ça, la douleur profonde, recevoir un soin sans recevoir l'amour. Ou peut-être était-ce de l'amour, mais si blessé qu'il n'osait pas se dire. Nous avons parlé de tout et de rien, de la météo, de son travail à Montreuil, de la ligne 9 qui tombait encore en panne. À chaque phrase neutre qu'elle m'offrait, je mesurais le gouffre. Auparavant, je lui aurais asséné un conseil, une critique, une directive. Là, j'apprenais à me taire. À écouter. À accepter le vide entre ses mots. C'était une ascèse. Une punition juste. Quand elle est partie, elle a oublié sa petite écharpe grise sur la chaise. J'ai glissé mes doigts dans la laine. J'ai fermé les yeux. Une odeur de lessive et de pluie. J'ai été traversée par un souvenir lointain, Claire enfant, endormie dans la voiture en revenant de Deauville,
ses cheveux en bataille, sa joue contre la vitre, ce sentiment de responsabilité qui m'envahissait alors et que j'ai trahi tant de fois par orgueil. Une phrase m'a échappé, presque inaudible, je suis désolé. Désolé maintenant, à voix basse, alors que j'aurais dû l'être quand sa voix à elle tremblait. L'après-midi, la psychologue est revenue. Elle m'a tendu un carnet. Écrivez-lui ce que vous n'arrivez pas à dire. Pas pour lui donner tout de suite. Pour vous vider, pour mettre des mots exacts sur vos fautes. Les mots justes ouvrent des portes que les larmes n'ouvrent pas. J'ai ouvert le carnet. Les premières lignes ont été une lutte. Puis l'encre a coulé d'elle-même. J'ai écrit mes injonctions absurdes, mes jalousies maladroites quand Claire s'épanouissait sans moi, mes manipulations quand je me sentais menacée par ses choix. J'ai écrit le dîner où j'ai ri de son projet artistique, la fois où j'ai fouillé son sac, pour la protéger, le jour où j'ai prétendu que son succès au travail m'inquiétait parce que, les responsabilités écrasent, alors que c'était mon propre effacement qui me terrifiait. Plus je noircissais les pages, plus je sentais un creux s'ouvrir, mais un creux respirable. Le vide n'était plus un gouffre, il devenait une pièce nue où l'on pouvait enfin marcher. Au bout d'une heure, ma main tremblait. J'ai relu quelques phrases. Elles étaient laides et vraies. J'ai compris que depuis des années, je demandais à ma fille de réparer ce qui ne pouvait être réparé que par moi, mon manque. Le soir, l'infirmière a tiré les rideaux. Paris avait perdu son brillant. Les phares des voitures glissaient comme des comètes fatiguées. J'ai pris le carnet contre moi. Et j'ai pensé à ma mère. À moi. À Claire. 3 femmes, 3 lignes droites qui s'étaient heurtées au lieu de se rejoindre. J'ai murmuré, je veux que ça s'arrête ici. J'ai demandé la force, pas celle de contrôler, mais celle de m'ouvrir. Au moment de m'assoupir, mon téléphone a vibré. Un message de Claire, je repasse demain matin avant d'aller au travail. Tu as besoin de quelque chose? J'ai tapé, puis effacé. Tapé encore. J'ai fini par écrire, juste toi. Je n'ai pas osé envoyer. J'ai répondu, non, merci. Dors bien. Puis je suis resté longtemps à regarder ce que je n'avais pas écrit. Peut-être que le vide, c'était ça, toutes les phrases gardées en otage pendant des années. Dans la demi-obscurité, j'ai fait une promesse que personne n'a entendue, si mon corps me laissait du répit, si la maladie reculait ne serait-ce qu'un pas, je mettrais chaque souffle au service d'une seule chose, demander pardon sans condition, sans calcul, sans exigence de retour. Je ne savais pas comment on fait. Mais je savais pourquoi. Et, pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus un ennemi total. Il ressemblait à une page blanche. Le matin suivant, la lumière de l'hiver parisien filtrait à travers les rideaux, grise et froide. J'ai ouvert les yeux avec la gorge sèche, et l'impression de porter une pierre au fond de ma poitrine. Claire était là, assise dans le coin de la chambre, son téléphone entre les mains. La voir ainsi, physiquement présente mais émotionnellement ailleurs, m'a transpercé. C'était comme si j'avais devant moi la preuve vivante du fossé que j'avais creusé, ma propre fille, proche par le sang mais lointaine par le cœur. Elle a levé les yeux vers moi, m'a adressé un sourire léger, mécanique, comme on le ferait à une étrangère. Ce sourire m'a arraché un frisson. Je me suis rappelé de ses sourires d'enfant, francs, éclatants, quand elle me montrait ses dessins ou quand elle courait dans les jardins du Luxembourg. Et j'ai compris que ce sourire-là, le vrai, je l'avais éteint de mes propres mains. La douleur est devenue physique, comme une lame plantée sous mes côtes. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai détourné la tête pour qu'elle ne les voie pas. Moi, Marie, toujours droite, toujours fière, je me retrouvais réduite à cacher mes pleurs comme une enfant punie. Et dans ce geste minuscule, j'ai mesuré toute l'étendue du vide, j'avais perdu le droit même d'être faible devant ma fille. Claire s'est levée pour ajuster ma perfusion. Ses gestes étaient précis, attentifs, mais dénués de chaleur. Elle faisait ce qu'il fallait, rien de plus. Et moi, je buvais chacun de ses gestes comme un souffle de grâce. Même son indifférence était devenue pour moi une forme de présence. J'étais si affamée d'elle que le moindre détail prenait des allures de miracle. Quand elle est partie, la chambre a repris son silence étouffant. J'ai regardé le plafond blanc, et je me suis dit que j'étais en train de mourir 2 fois, une fois dans mon corps, et une fois dans l'âme de ma fille.
Et c'était cette deuxième mort qui me terrorisait le plus. La nuit est tombée tôt sur Paris, et depuis ma fenêtre d'hôpital, je voyais les phares défiler comme des lucioles fatiguées. La ville continuait à vivre, indifférente à ma bataille intérieure. Dans ce contraste, je me sentais minuscule, effacée, presque inutile. Moi qui avais passé ma vie à vouloir briller, à occuper toute la place, je découvrais l'expérience de disparaître. Claire n'était pas revenue ce soir-là. Elle m'avait envoyé un simple message, « Je suis fatiguée, je viendrai demain ». 3 mots sobres qui résonnaient comme une condamnation. J'avais soif de sa présence, mais je savais que je n'avais aucun droit d'exiger. J'avais trop exigé autrefois, trop arraché. À présent, c'était à moi d'attendre. Attendre et espérer. Je me suis revue dans le miroir de la salle de bain attenante, fragile silhouette vêtue d'une blouse trop grande. Mes joues creusées, mes yeux rougis, mes mains ridées. C'était comme rencontrer une inconnue. Une femme que j'avais toujours refusé de voir. Pendant des années, je m'étais maquillée de contrôle et de certitude. Là, je n'avais plus rien pour cacher ma vérité, j'étais seule, et je l'avais méritée. Assise au bord du lit, j'ai repensé à toutes ces soirées où Claire avait attendu un geste de tendresse, et où je lui avais offert des critiques glacées. J'ai compris que ce vide que je ressentais maintenant, elle l'avait porté toute sa jeunesse. Ce gouffre que je découvrais, elle avait appris à y survivre. Et ce constat m'a foudroyé. Je me suis mise à prier, chose que je n'avais pas faite depuis des décennies. Pas une prière religieuse, mais une supplication nue, donne-moi une seconde chance. Ce n'était pas tant la vie que je demandais, mais le droit de réparer, même un peu. Et dans cette nuit où tout me semblait perdu, une pensée a surgi, peut-être que la douleur était le passage obligé pour apprendre enfin à aimer. Le matin s'est levé sur Paris avec un ciel d'un bleu pâle, presque fragile, comme si la ville elle-même hésitait entre l'hiver et le printemps. Dans ma chambre d'hôpital, quelque chose avait changé. Ce n'était pas mon corps, il restait douloureux, faible, incertain, mais mon regard. Pour la première fois depuis des années, j'ai osé affronter ma propre vérité sans détourner les yeux. Claire est entrée peu après, le pas pressé, son manteau encore humide de la pluie matinale. Elle a posé son sac, sorti machinalement une petite boîte de thé vert qu'elle a placée sur la table. Geste banal, mais je l'ai ressenti comme une caresse silencieuse. Elle n'a pas cherché mon regard, mais moi, je n'ai pas fui le sien. Je l'ai appelée doucement, Claire. Sa tête s'est levée, son regard a croisé le mien, méfiant, mais présent. Alors, sans réfléchir, j'ai murmuré, j'ai eu tort. Toute ma vie, j'ai eu tort avec toi. Elle a cligné des yeux, surprise. Elle s'est redressée légèrement, comme si ces mots avaient fissuré quelque chose en elle. Mais elle n'a rien dit. Et ce silence-là, contrairement aux autres, n'avait pas le goût du vide. Il avait le goût de l'attente. Comme si elle se demandait si j'étais enfin capable d'aller plus loin. J'ai senti mon cœur battre à tout rompre, mes mains trembler. Mais j'ai continué, je t'ai fait souffrir, et je n'ai jamais su le reconnaître. Je t'ai volé des sourires, des rêves, et je t'ai enfermé dans mes peurs. Ma voix se brisait, mais je savais que chaque mot comptait. Je ne parlais plus pour me justifier, je parlais pour libérer. Claire s'est levée, a fait quelques pas vers la fenêtre. Ses épaules frémissaient. Et là, j'ai compris que la bascule commençait. Non pas dans une réconciliation immédiate, mais dans cette première fissure du mur. Une fissure minuscule, mais réelle. Elle est restée face à la fenêtre, la main sur le rebord, comme si Paris pouvait lui souffler une réponse. Je voyais son profil tendu, ce léger tremblement près de la mâchoire quand elle retient une émotion trop forte. J'ai voulu me taire, de peur de gâcher ce frêle commencement. Mais le silence n'était plus un piège, il devenait un espace où dire la vérité pouvait enfin respirer. J'ai écrit, ai-je murmuré. Elle s'est retournée, surprise. Quoi ? J'ai tiré le petit carnet de sous mon oreiller. Le papier était froissé, les pages tassées comme si mes fautes y avaient laissé un poids. Ce sont des choses que je n'ai jamais su te dire sans te blesser. Ou sans me mentir. Je lui ai tendu le carnet, les doigts tremblants. Elle a hésité, puis l'a pris, prudemment, comme on prend un objet fragile qu'on ne sait pas encore s'il faut garder ou rendre. Claire a feuilleté lentement.
Ses yeux couraient sur les phrases, revenaient en arrière, s'arrêtaient sur certains mots que je devinais, jalousie, peur, contrôle, pardon. Par moments, son souffle se suspendait. La honte me brûlait la peau, mais je ne fuyais pas. J'avais promis de ne plus fuir. Si c'est trop, tu peux arrêter, ai-je dit. Elle a secoué la tête, à peine. Je veux savoir comment tu vois, tout ça. Tout ça, des années d'épines compactées en 2 mots. Lorsqu'elle a fermé le carnet, ses yeux n'étaient plus tout à fait les mêmes. Il y avait toujours une vigilance, mais aussi une fatigue poignante, comme si porter la colère l'avait usé plus que je ne l'avais imaginé. Tu aurais pu me dire au lieu d'écrire, a-t-elle soufflé. Je n'avais pas les mots. J'avais seulement des armes. Elle a serré le carnet contre elle, un geste d'enfant qu'elle n'est plus. Alors j'ai ajouté, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande la permission d'essayer d'apprendre. À aimer autrement. À te regarder vraiment. Un long silence a suivi. Puis, presque imperceptiblement, Claire s'est approchée. Elle a tiré la chaise, s'est assise plus près que les autres jours. Apprendre, ça prend du temps, a-t-elle dit. Et moi, je n'ai pas oublié. Je sais. Et je ne promets rien. Tu n'as rien à promettre. Ma voix s'est adoucie d'elle-même, comme si ce timbre existait en moi depuis toujours, mais qu'il avait vécu enfermé. Elle a déposé le carnet sur la table. Lis-moi une page, a-t-elle demandé, d'un ton presque neutre, mais qui tremblait en dessous. J'ai ouvert au hasard. Les mots sont sortis, nus, la soirée où je l'avais humilié devant des amis, la fois où j'avais minimisé sa réussite parce que la mienne s'étiolait, le jour où j'avais confondu son autonomie avec une trahison. Ma voix se brisait par endroits, je ne cherchais pas à la réparer. Quand j'ai relevé la tête, ses yeux étaient brillants. Elle a reniflé, discrète. Continue, a-t-elle murmuré. Nous avons lu ainsi plusieurs passages, parfois interrompus par une question brève, parfois emportés par une image qui nous rattrapait toutes les deux, le banc au jardin des plantes, les vacances trop réglées à la Baule, la robe bleue qu'elle aimait et que j'avais moquée. Chaque souvenir reprenait sa place, non pour nous écraser, mais pour être enfin nommé. Nommer, c'était fendre la pierre. Quand l'infirmière est entrée, Claire s'est levée d'un bond, comme surprise en flagrant délit d'intimité. Elle a remis une mèche derrière son oreille. Je reviens ce soir, a-t-elle dit. Elle a pris une seconde, s'est penchée pour attraper le carnet, puis l'a laissé sur la table. Garde-le. On lira ensemble. En refermant la porte, elle m'a jeté un regard qui n'était plus une muraille, pas encore un pont, mais une passerelle de fortune, fragile, praticable si nous avancions l'une vers l'autre. Je suis resté longtemps immobile, le cœur battant, étonné de la légèreté nouvelle dans la pièce. Rien n'était réglé. Rien n'était gagné. Mais quelque chose avait basculé, nous avions cessé de parler l'une contre l'autre pour commencer à parler devant quelque chose, une vérité posée entre nous, que nous pouvions enfin regarder sans nous déchirer. Au dehors, une éclaircie a percé. Sur le rebord, la pluie s'est mise à scintiller. J'ai fermé les yeux, pour la première fois depuis des années, j'ai remercié le jour pour ce qu'il apportait, et non pour ce qu'il me devait. Et pourtant, la bascule ne tient qu'à un fil, que va-t-il se passer quand le passé réclamera son dû, plus fort, plus cru? Le soir est tombé doucement sur Paris, et les lumières de la ville dansaient sur les vitres de la chambre. Claire était revenue, fidèle à sa parole. Elle s'est assise cette fois plus près, à côté de mon lit, comme si quelque chose dans notre distance s'était réduit d'un pas. Elle a pris le carnet, l'a posé entre nous, et m'a regardé longtemps. Ses yeux n'étaient plus glacés, mais voilés d'une émotion contenue. « Tu crois que ça change quoi, tout ça ?» m'a-t-elle demandé, la voix basse. J'ai pris une respiration douloureuse. Peut-être rien pour toi. Mais pour moi, c'est la seule manière de ne pas mourir 2 fois. Elle a plissé les lèvres, a détourné les yeux vers le mur. J'ai senti que mes mots l'atteignaient malgré elle. Alors, j'ai osé ce que je n'avais jamais fait, je lui ai parlé d'elle. Pas de ses erreurs, pas de ce que j'attendais d'elle, mais de ce que j'avais vu et jamais su dire. Tu étais belle quand tu riais en dessinant. Tu avais une force incroyable quand tu dansais dans le salon. J'ai étouffé ça parce que j'avais peur, peur que tu brilles sans moi. Ma voix tremblait, mais je continuais.
J'aurais dû t'aimer comme tu étais. Et je ne l'ai pas fait. Claire a fermé les yeux une seconde, une larme a roulé malgré elle. Elle l'a essuyée vite, comme si elle voulait me prouver que rien n'était gagné. Mais je l'avais vu. Cette larme était ma première victoire, pas sur elle, mais sur le mur que j'avais moi-même bâti. À cet instant, j'ai compris que le point de bascule n'était pas seulement dans mes mots, mais dans mon abandon. Abandonner le contrôle, abandonner l'image, abandonner le masque. Et pour la première fois, je n'ai plus eu peur de la fragilité. La chambre était plongée dans une pénombre apaisée, seulement éclairée par la lueur des lampadaires filtrant à travers les rideaux. Claire n'avait pas bougé, ses mains croisées sur ses genoux, le carnet encore posé entre nous comme un témoin muet. J'entendais son souffle irrégulier, signe que derrière son apparente maîtrise, une tempête grondait. « Tu veux vraiment changer ?» Sa voix a claqué, directe, presque brutale. J'ai sursauté, mais je n'ai pas fui. Oui. Pas pour me sauver, mais pour toi. Pour que tu saches que je t'ai enfin vu. Ces mots sont sortis avec une sincérité qui m'a moi-même surprise. Elle a secoué la tête, incrédule. Tu crois que ça s'efface, des années de blessures? Tu crois que quelques phrases réparent tout? Ses yeux me transperçaient, remplis de colère et de douleur mêlée. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas reculé. Non, Claire. Rien ne s'efface. Mais peut-être que quelque chose peut commencer. Pas une réparation, mais une construction nouvelle. Même minuscule. Un silence s'est installé, lourd mais vivant. Elle a baissé la tête, ses épaules se sont affaissées. Pour la première fois, elle n'était plus dans la posture de juge, mais dans celle d'une fille fatiguée de porter seule le poids du passé. J'ai tendu ma main, tremblante. Elle n'a pas pris la mienne, mais elle ne l'a pas repoussée non plus. Ce geste suspendu valait toutes les promesses. À cet instant, j'ai senti la bascule définitive, ce n'était plus moi contre elle, mais nous face à l'abîme que j'avais creusé. Et tant qu'elle restait là, assise, à m'écouter, à me défier, à me questionner, alors rien n'était perdu. La lutte serait rude, mais possible. Les jours suivants ont été une succession de petites batailles. Mon corps, affaibli, me rappelait à chaque instant que rien n'était acquis, la douleur dans ma poitrine, les nuits agitées, les examens répétés. Chaque respiration me demandait un effort. Mais la lutte la plus féroce ne se jouait pas dans mes poumons ni dans mon cœur malade. Elle se déroulait à l'intérieur, dans ce champ de ruines qu'était ma conscience. Je voulais changer, je le sentais profondément. Mais chaque fois que Claire entrait dans la chambre, un réflexe ancien me traversait, une voix intérieure acide qui murmurait « Montre-toi forte, ne pleure pas, garde le contrôle ». C'était comme si l'ombre de mon père, sévère et froid, s'asseyait toujours dans un coin, me rappelant l'éducation de fer qui avait forgé ma carapace. Me défaire de cette voix était une guerre en soi. Un après-midi, Claire est arrivée contrariée, son téléphone vibrant sans cesse. Elle a parlé de son travail, des pressions de son patron, de ses collègues qui la sous-estimaient. J'ai senti l'ancien réflexe remonter, l'envie de donner un conseil sec, de juger, de dire « tu devrais faire ceci, tu fais tout de travers ». Mes lèvres ont tremblé. Mais je me suis tue. J'ai simplement dit « ça doit être difficile ». 3 mots. Simple, pauvre. Pourtant, dans ses yeux, j'ai vu une surprise. Comme si elle découvrait une autre voie en moi. Mais la lutte ne s'arrêtait pas là. La nuit, je me réveillais en sueur, rongé par la culpabilité. Je revoyais ses anniversaires gâchés, ses larmes ignorées. Je me débattais avec un dilemme cruel, comment demander pardon sans que ce pardon ne devienne une nouvelle exigence, une nouvelle chaîne? Comment lui prouver que mon regret n'était pas une stratégie, mais une vérité? À l'extérieur, le monde médical continuait son rythme, perfusion, bilan, médicaments. Mais au fond, je savais que la guérison la plus dure n'était pas dans les prescriptions. Elle était dans chaque seconde où je résistais à mon vieux rôle de mère dominatrice, chaque seconde où je choisissais de rester humble, nue, fragile devant elle. Et cette lutte-là, je savais qu'elle serait la plus longue de ma vie. Le lendemain matin, un froid vif recouvrait Paris. Je le voyais à travers la vitre, les passants emmitouflés, les cafés encore fumant sur les terrasses. À l'intérieur de moi, le froid était différent,
plus intime. C'était celui du doute. Chaque progrès fragile que j'avais fait avec Claire risquait de s'effondrer au moindre faux pas. Elle est arrivée plus tôt que prévu, un dossier de travail sous le bras. Ses traits étaient tirés, ses cernes marquées. Je l'ai regardée s'asseoir sans un mot, feuilletant ses papiers. Mon cœur s'est serré, j'avais l'impression de voir une version d'elle façonnée par mes exigences d'autrefois. Sérieuse, dure, incapable de se reposer. Et la culpabilité m'a frappé encore plus fort. « Tu travailles trop », ai-je soufflé, presque malgré moi. Claire a levé les yeux, ses sourcils se sont arqués. « Voilà, ça recommence. » Sa voix tremblait de colère contenue. « Toute ma vie tu m'as dit que je faisais trop, pas assez, mal ou de travers. Et maintenant tu recommences. » Je me suis mordu la lèvre. Elle avait raison. J'avais parlé sans réfléchir, laissant mes vieux réflexes me trahir. « Pardon », ai-je dit aussitôt. « Je voulais juste dire, tu mérites aussi de te reposer. » Ma voix était basse, hésitante. Claire m'a fixée, étonnée par cette nuance nouvelle. Elle n'a rien répondu, mais je l'ai vue adoucir son regard un instant. Cette scène m'a rappelé que ma lutte n'était pas linéaire. Chaque mot pouvait être une bombe ou une passerelle. Je devais apprendre à choisir, à respirer avant de parler, à transformer mon instinct de contrôle en écoute véritable. Et cette discipline était 1000 fois plus difficile que n'importe quel traitement médical. Le soir, seule dans ma chambre, je me suis surprise à trembler. Pas seulement à cause de la maladie, mais à cause de la peur, et si je n'étais jamais capable de tenir cette nouvelle voie? Et si je replongeais dans mes démons, détruisant à nouveau ce que je tentais de reconstruire? Mais une pensée m'a maintenue debout, le simple fait que Claire revienne chaque jour. Elle aurait pu tourner le dos pour toujours. Mais elle revenait. Et c'était le signe que la lutte, aussi imparfaite, valait la peine d'être menée. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres et que les couloirs de l'hôpital semblaient engloutis par l'obscurité, Claire est arrivée plus tard que d'habitude. Elle avait le visage fermé, ses gestes brusques. Elle a posé son sac sans un mot, et j'ai tout de suite senti que quelque chose bouillonnait en elle. Je n'ai rien dit d'abord, craignant de rallumer une étincelle de colère. Mais son silence était lourd, insoutenable. Alors j'ai demandé doucement, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a éclaté, « Tu veux vraiment savoir? Tu veux entendre ce que j'ai gardé toutes ces années ?» Sa voix a résonné comme une gifle dans la chambre stérile. J'ai hoché la tête, même si mon cœur s'emballait. Oui. Et elle a parlé. Elle a parlé de son adolescence volée, des humiliations devant ses amis, des repas où chaque mot devenait un reproche. Elle a parlé de ses angoisses, de ses nuits blanches, de la peur constante de ne jamais être assez. Chaque phrase était une lame, et je me sentais saigner de l'intérieur. Je voulais me défendre, crier que je n'avais pas su, que je croyais faire le bien. Mais j'ai résisté. Je me suis accroché à cette décision, ne plus nier, ne plus fuir. Alors je l'ai laissé vider son cœur. Mes larmes coulaient, mais je ne les ai pas cachées cette fois. Quand elle a fini, essoufflée, les yeux rouges, j'ai murmuré, « Tu as raison. J'ai tout fait de travers. Et je ne peux pas effacer ça. Mais je suis là, maintenant, pour entendre. Même si ça me détruit. » Claire a fermé les yeux, a pris une profonde respiration. Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais son silence avait changé, ce n'était plus celui de la distance, c'était celui d'une blessure qu'on ose enfin montrer à la lumière. Et j'ai compris que cette confrontation, aussi douloureuse qu'elle soit, était nécessaire. Car sans affronter les ombres, aucune guérison n'était possible. Après cette confrontation, la chambre a plongé dans un silence lourd. On n'entendait plus que la pluie s'écraser contre les vitres et le tic-tac discret de l'horloge murale. J'étais épuisée, vidée, mais étrangement, je me sentais vivante. Claire, elle, avait les épaules affaissées, comme si avoir dit sa vérité l'avait délestée d'un fardeau trop longtemps porté. Elle a fini par s'asseoir de nouveau, ses yeux encore rouges. J'ai murmuré, « Merci. Merci d'avoir osé me dire tout ça. Tu n'avais aucune obligation. » Elle m'a jeté un regard surpris, presque méfiant. Moi, la femme qui n'avait jamais reconnu ses torts, je la remerciais d'avoir vomi des vérités douloureuses.
C'était pour elle une scène inhabituelle, et pour moi une victoire intime, celle d'avoir résisté à l'envie de me défendre. Le lendemain, une nouvelle lutte a commencé. Non pas dans les cris, mais dans les détails. Quand Claire entrait et que je voulais commenter sa tenue, je me mordais la langue. Quand elle évoquait ses projets, je retenais l'élan de juger. Chaque mot avalé était une bataille gagnée contre mes vieux démons. Et chaque silence respectueux devenait une brique pour construire une base nouvelle. Mais à l'intérieur, la guerre était rude. La nuit, je me surprenais encore à formuler mentalement des reproches, des critiques. C'était comme une addiction dont je devais me défaire. J'avais l'impression de réapprendre à parler, comme une enfant qui découvre une langue inconnue, celle de l'humilité. Un soir, Claire m'a tendu son téléphone pour me montrer une photo, elle et une amie en voyage à Marseille, souriante, détendue. J'ai senti la vieille jalousie remonter, jalousie de ne pas avoir été la source de son bonheur. Mais j'ai respiré profondément, et j'ai dit simplement, « Tu es belle, Claire. » Heureuse. Elle a levé les yeux vers moi, incrédule, comme si ces mots n'avaient jamais franchi mes lèvres auparavant. Et peut-être était-ce vrai. Ce fut là une autre victoire. Minuscule, fragile, mais réelle. Les jours passaient, et je découvrais que ma lutte ne se jouait pas seulement dans l'intimité fragile de ma relation avec Claire. Elle se reflétait aussi dans le regard des autres. Les infirmières, bienveillantes mais curieuses, observaient la fille qui venait chaque jour visiter sa mère. Certaines me lançaient des sourires comme pour dire « Vous avez de la chance, elle ne vous a pas abandonné ». Ces regards, je les ressentais comme une bénédiction mais aussi comme un rappel cruel, j'avais failli perdre ce privilège. Un après-midi, ma sœur aînée, Hélène, est venue. Nous ne nous parlions presque plus depuis des années, brouillés par des rivalités anciennes. Elle s'est assise au pied de mon lit et m'a lancé froidement « Alors, tu regrettes enfin ?» Sa voix contenait un mélange de reproche et de satisfaction. Claire, assise dans un coin, s'est raidie. J'ai senti le danger, une vieille querelle pouvait empoisonner cette fragile reconstruction. Autrefois, j'aurais répliqué sèchement, enfonçant encore le couteau. Cette fois, j'ai inspiré profondément. Oui, Hélène. Je regrette. Et pas seulement pour Claire. Pour tout. Mes mots ont flotté dans l'air, lourds mais sincères. Elle a haussé un sourcil, déstabilisé. Claire, elle, m'a regardé longuement, et j'ai vu dans ses yeux une lueur nouvelle, le signe qu'elle comprenait que mon changement n'était pas réservé à elle seule, mais qu'il touchait toute ma manière d'être. Même les médecins participaient à ce combat. Chaque fois qu'il annonçait une mauvaise nouvelle, un traitement plus lourd, une complication possible, je luttais contre le désespoir. Car je savais que si je me laissais envahir par la peur, je retomberais dans mes vieux réflexes de dureté et de contrôle. Tenir bon, même face à eux, faisait partie de cette nouvelle discipline. Mais la lutte la plus violente venait de moi-même, quand je croisais mon propre reflet dans le miroir de la salle de bain. Qui étais-je désormais? Une femme diminuée, dépendante, vulnérable, mais aussi une mère qui tentait de renaître. Chaque fois que je me voyais ainsi, j'avais envie de baisser les yeux. Pourtant, je les maintenais ouverts. Parce que fuir mon image, c'était fuir à nouveau ma vérité. Et peu à peu, j'ai compris, la vraie victoire ne serait pas d'obtenir le pardon immédiat de Claire, ni même de guérir complètement. La vraie victoire serait de rester debout, intérieurement, dans ce combat permanent contre moi-même, les autres, et l'ombre du passé. Les jours suivants ont été faits de petites scènes, presque banales en apparence, mais pour moi chacune ressemblait à une épreuve. Claire arrivait souvent après son travail, fatiguée, parfois agacée, et je voyais dans ses gestes une lassitude que je connaissais bien, celle de porter un poids trop lourd. Je voulais l'aider, lui offrir une parole réconfortante, mais j'avais peur de retomber dans mes vieux travers. Alors je choisissais la simplicité. Un soir, elle m'a raconté un conflit avec une collègue. L'ancienne moi aurait bondi sur l'occasion pour donner un avis, pour critiquer, pour montrer que je savais mieux. Cette fois, je me suis contentée d'écouter. J'ai hoché la tête, j'ai demandé, « Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti ?» Claire a marqué une pause, surprise. C'était la première fois que je posais une question qui s'intéressait à son monde intérieur, et non à mes attentes. Son silence, ce soir-là, valait 1000 réponses.
Une autre fois, j'ai osé un geste, lui prendre doucement la main quand elle s'est assise près de moi. Elle a hésité, ses doigts sont restés raides, puis lentement ils se sont détendus. Ce contact bref, presque timide, a allumé en moi une chaleur que je croyais éteinte. C'était comme si nos corps savaient déjà ce que nos cœurs n'osaient pas encore dire, qu'un lien, malgré tout, persistait. La lutte, pourtant, restait constante. Chaque progrès était suivi d'un doute. Chaque sourire esquissé par Claire réveillait ma peur qu'il disparaisse aussitôt. Je devais me discipliner à ne pas vouloir aller trop vite, à accepter que le chemin du pardon n'était pas une ligne droite mais une succession de détours, d'avancées et de reculs. Dans le silence de ma chambre, je comprenais peu à peu que cette guerre intérieure n'était pas une punition, mais une purification. Et chaque fois que je choisissais l'écoute plutôt que la domination, l'humilité plutôt que l'orgueil, j'ajoutais une pierre à ce fragile édifice qu'était notre réconciliation. Un matin, après une nuit de fièvre et d'insomnie, je me suis réveillée irritable, épuisée, incapable de contenir mes nerfs. Claire est entrée avec son sourire poli et une boîte de pâtisserie. Au lieu de la remercier, j'ai laissé échapper une remarque sèche. « Tu arrives tard, comme toujours. » La phrase avait jailli sans que je la contrôle, vieille habitude qui me rongeait encore. Le visage de Claire s'est figé. Ses yeux se sont assombris, et j'ai compris immédiatement que je venais de briser en une seconde les pas fragiles que nous avions faits. « Voilà, c'est ça que tu es vraiment », a-t-elle lâché, glaciale. Elle a posé la boîte sur la table sans un mot de plus, prête à repartir. Mon cœur s'est effondré. « Attends », ai-je crié, presque supplié. Elle s'est arrêtée, dos tourné. Alors, j'ai laissé tomber toutes mes défenses. « Tu as raison. Je suis encore prisonnière de mes vieux réflexes. Mais crois-moi, ce n'est pas toi que je juge, c'est moi, encore et encore. » Ma voix tremblait, mes larmes coulaient librement. Claire est restée immobile quelques secondes, puis a soufflé, « J'ai du mal à croire que tu changes. » Sa phrase m'a transpercée, mais au lieu de me défendre, j'ai répondu doucement, « Alors regarde-moi échouer, regarde-moi tomber, mais regarde-moi aussi me relever. » Elle s'est retournée enfin. Son regard était dur, mais moins fermé qu'auparavant. Elle a soupiré et s'est assise de nouveau. « Je ne promets rien », a-t-elle répété. Mais ce simple fait, rester malgré ma chute, était déjà une grâce. Et j'ai compris que la lutte ne consistait pas à ne jamais faillir, mais à se relever chaque fois avec plus de vérité. Les jours suivants, je me suis surprise à accepter mes faiblesses comme une part du chemin, et non comme une condamnation. Chaque fois que je trébuchais, une parole trop dure, un geste maladroit, je m'efforçais de demander pardon immédiatement. C'était une gymnastique nouvelle, étrange pour moi qui avais passé ma vie à fuir toute responsabilité. Mais plus je le faisais, plus je sentais mes chaînes se desserrer. Claire, de son côté, oscillait entre distance et rapprochement. Parfois, elle me lançait des regards glacés, comme pour tester ma constance. D'autres fois, je surprenais une lueur dans ses yeux, fugitive, mais réelle. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, j'ai entendu un mot chuchoter presque malgré elle, « Merci ». Ce simple mot, je l'ai reçu comme une caresse après une tempête. La lutte externe, elle aussi, continuait. Les médecins m'expliquaient que la route serait longue, semée de rechutes. Mon corps me rappelait sans cesse mes limites. Mais étrangement, je n'avais plus peur de ces obstacles. Je les voyais comme le reflet exact de ce que je vivais avec Claire, un processus lent, douloureux, où rien n'est acquis, mais où chaque pas compte. Une nuit, en regardant la lune depuis ma fenêtre, j'ai murmuré, « La vraie guérison ne viendra pas des médicaments, mais de l'amour que je saurai enfin donner. » Et cette phrase, je l'ai gravée dans mon cœur comme un serment. La lutte n'était pas terminée. Elle ne le serait sans doute jamais. Mais j'avais cessé de me battre contre Claire. Désormais, je me battais avec elle contre le passé, contre mes démons, contre le temps qui m'était compté. Et dans cette guerre partagée, je commençais à entrevoir quelque chose de nouveau. Un souffle. Un signe. Le premier goût de la victoire approchait. Le printemps commençait à s'installer sur Paris. Depuis ma fenêtre d'hôpital, je voyais les marronniers du boulevard se couvrir de bourgeons, promesse discrète d'un renouveau. À l'intérieur de moi, un changement similaire s'opérait. Lent, fragile, mais perceptible.
Après des semaines de lutte, de rechutes et d'aveux douloureux, je commençais à sentir pour la première fois le parfum d'une petite victoire. Tout a commencé par un geste anodin. Ce matin-là, Claire est entrée dans ma chambre avec un café fumant dans un gobelet en carton. Elle s'est approchée de mon lit, sans un mot, m'a tendu la boisson. J'ai murmuré un merci, comme d'habitude. Mais elle est restée là, debout, hésitante. Puis, pour la première fois depuis des années, elle s'est assise sur le bord du lit, pas sur la chaise. Je pouvais sentir la chaleur de son corps si proche. Ce détail, pour beaucoup insignifiant, m'a bouleversé. J'ai senti que la glace commençait à céder. Nous avons parlé de choses simples, du temps, de son travail, d'un livre qu'elle lisait. La conversation n'avait rien d'exceptionnel, mais le ton avait changé. Moins de méfiance, moins de distance. Ces phrases n'étaient plus des réponses sèches, mais de vrais partages. Je l'écoutais, attentive, sans interrompre. Et chaque mot me semblait un cadeau. L'après-midi, elle m'a proposé une promenade dans le petit jardin de l'hôpital. Soutenue par une infirmière, j'ai accepté. Le soleil était doux, les oiseaux chantaient timidement. Claire marchait à mes côtés, me tenant légèrement le bras pour m'aider. Cette proximité, ce contact simple, était pour moi une révélation. Je me suis sentie mère et fille à nouveau, non plus adversaires, mais deux êtres humains avançant ensemble dans la même direction. Sur un banc, je me suis assise, le souffle court. Claire m'a observé un instant, puis a souri. Un sourire vrai, pas forcé, pas mécanique. Un sourire qui rappelait celui de son enfance. J'ai senti mes yeux s'emplir de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était une vague de gratitude. « Tu souris ?» l'ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules, un peu gênée. « Oui, peut-être. » Ce moment-là a été ma première victoire. Pas une victoire spectaculaire, pas un triomphe éclatant. Mais une brèche lumineuse dans un ciel sombre. J'avais retrouvé un fragment de ce que j'avais perdu. Et ce fragment suffisait à ranimer mon cœur fatigué. Les jours suivants, d'autres petites victoires ont suivi. Un soir, Claire est restée plus longtemps que prévu. Elle a rangé mes affaires sur la table de chevet, ajusté ma couverture. Quand je lui ai dit « merci », elle a répondu « c'est normal, maman ». Maman. Le mot m'a transpercé. Depuis combien de temps ne l'avais-je pas entendu de sa bouche? Ce mot simple, porté par sa voix, a guéri une fissure en moi. Une autre fois, alors que nous regardions ensemble un vieux film à la télévision, elle a éclaté de rire devant une scène ridicule. Un vrai rire, sonore, spontané. Je l'ai observé en silence, fasciné. Ce rire que j'avais détruit autrefois revenait, fragile, comme une fleur qui renaît après l'hiver. Et je me suis promis, intérieurement, de ne plus jamais l'étouffer. Pourtant, la victoire n'était pas seulement dans ses gestes ou ses mots. Elle était surtout en moi. Je découvrais une paix inconnue quand je choisissais de me taire, quand je laissais Claire occuper l'espace sans chercher à le contrôler. Je me surprenais à aimer ses silences, ses hésitations, ses confidences. C'était comme si j'apprenais une nouvelle langue, celle de l'amour humble, patient, qui n'exige rien. Un après-midi, alors que nous lisions ensemble dans le carnet que j'avais commencé, Claire a posé sa main sur la mienne. Elle n'a rien dit. Mais ce contact bref a suffi à m'inonder d'une chaleur douce. C'était comme si elle me disait « Je vois ton effort ». Et cet effort-là, reconnu par elle, avait plus de valeur que tous mes anciens triomphes sociaux, mes prétendues réussites. Je savais que le chemin restait long. Je savais qu'il y aurait encore des disputes, des rechutes, des blessures qui ne se refermeraient jamais totalement. Mais je savais aussi que nous avions franchi un cap, nous n'étions plus deux étrangères liées par le sang. Nous redevenions, lentement, une mère et une fille. La vraie victoire, je l'ai compris, n'était pas d'effacer le passé. Elle était de créer, dans le présent, un espace où Claire pouvait respirer à mes côtés sans se sentir écrasée. Elle était de la voir sourire, rire, me tendre une main sans peur. Elle était de sentir que, malgré tout, nous pouvions encore écrire ensemble quelques pages de lumière. Et ce goût, ce premier goût de victoire, je l'ai savouré comme on savoure un fruit rare. Pas avec avidité, mais avec gratitude.
Car je savais que chaque instant était précieux, fragile, unique. Le jour où l'on m'a autorisé à quitter l'hôpital, Paris avait retrouvé ses couleurs franches. Le ciel n'était plus ce capuchon de plomb des semaines passées, il s'ouvrait, traversé de nuages blancs qui filaient au-dessus des toits d'ardoise. Quand la porte battante s'est refermée derrière moi, j'ai senti une bouffée d'air plus dense, plus vrai, me frôler le visage. J'avais la démarche hésitante, un sac léger, et le bras de Claire comme une rampe humaine. C'était une sortie modeste, sans fleurs ni discours. Mais pour moi, c'était une victoire publique, revenir à la ville, au dehors, au monde des vivants. Dans l'ascenseur de notre immeuble du 11e, Claire m'a lancé un rapide coup d'œil, moitié surveillance, moitié tendresse. Je lui ai souri un sourire humble, sans consigne ni subtexte. Je me suis vue dans le miroir de cabine, pâle, vieillie, les traits tirés, mais plus ouverte. On ne ment pas à un ascenseur. Et, chose surprenante, je n'ai pas eu honte de cette femme qui me regardait. Le premier matin à la maison, Claire a proposé un programme simple, on va jusqu'au marché d'Aligre, juste pour sentir la vie. J'ai enfilé mon manteau, serré mon écharpe, et nous sommes descendus dans la rue où les livraisons cliquetaient déjà sur le pavé. Au marché, l'odeur de café se mêlait au parfum des herbes fraîches. Des maraîchers lançaient des bonjours qui roulaient comme des billes. Je me suis sentie submergée non plus par l'angoisse, mais par la présence du monde. Claire a pris 2 pommes, a choisi des radis roses, et m'a demandé « Tu veux quelque chose pour ce soir ?» L'ancienne moi aurait dressé un menu, imposé un protocole. J'ai simplement répondu « Surprise-moi ». Elle a pris une tente, le regard étonné, presque amusé. Nous faisions, l'air de rien, l'apprentissage de la confiance. La psychologue, Madame Lefebvre, nous avait conseillé de maintenir un cadre, rendez-vous hebdomadaire, micro-objectif, fiche de gratitude. J'ai résisté intérieurement, la gratitude me semblait un mot publicitaire. Pourtant, j'ai joué le jeu. Chaque soir, j'ai noté 3 choses. Claire est revenue plus tôt. Le pain encore tiède dans la cuisine. Le rayon de soleil sur la table. Des riens, mais des riens qui remplissaient les fissures. On ne bâtit pas une cathédrale avec des absolus, on la bâtit avec des pierres, posées l'une après l'autre, sans se presser. Nous avons instauré un rituel nouveau. Le mercredi, Claire quittait Montreuil un peu plus tôt et passait par la petite librairie de la rue Keller. Elle n'achetait pas à chaque fois, mais feuilletait des titres, et rentrait avec, sur les doigts, une odeur d'encre et de papier. Les premiers mercredis, je n'osais pas commenter, peur de critiquer malgré moi. Puis, un soir, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu cherches dans ces livres ?» Elle m'a regardé, décontenancée, puis m'a répondu sans s'armer, des mots qui me ressemblent. Et des mondes où je respire. J'ai senti une émotion me monter à la gorge. Avant, je lui aurais servi un plan de lecture, une hiérarchie de chefs-d'œuvre. Là, je me suis levée, j'ai approché mes doigts de la page, j'ai lu un paragraphe tout bas. Nous avons laissé les phrases résonner dans la pièce, comme une musique que nous n'avons plus besoin d'expliquer. Mon corps, lui, suivait un autre chemin. La rééducation respiratoire m'épuisait, mais je m'acharnais avec méthode. À l'hôpital de jour, un kiné au visage doux, Kamel, me guidait, pas de performance. Juste de la régularité. Cette phrase, je me la répétais quand mon ancienne voix revenait, la voix qui voulait des résultats, des barèmes, des décorations. Je marchais dans le couloir, lente, concentrée, et je pensais à Claire, apprendre à vivre sans lui arracher l'air. Chaque pas devenait métaphore, non pas grandiloquente, mais utile. Je n'avançais plus pour prouver. J'avançais pour être avec. Un samedi, nous avons fait plus grand, les buts de Chaumont. Claire avait pris un plaid et un thermos. Sur l'herbe encore fraîche, nous avons regardé les joggeurs passer, le lac miroiter. Un enfant a laissé tomber son ballon jaune, Claire l'a ramassé et le lui a rendu d'un « voilà champion » qui m'a transpercé. Cette scène simple m'a appris une leçon, ma fille possédait une tendresse que j'avais voulu rationaliser. Elle vivait, simplement. C'est moi qui avais réduit le monde en ligne droite. L'expansion, ce n'était pas seulement sortir, marcher, respirer. C'était aussi remettre de la vie dans les endroits morts. À la maison, un carton dormait sur l'armoire, des photos, des carnets, des dessins d'enfance.
J'ai demandé à Claire, on ouvre? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Nous avons étalé nos archives sur la table, comme des témoins convoqués. Une photo de Deauville, une autre d'un Noël glacé à Nantes, une série de clichés flous où elle dansait, tutu trop grand, couette pas droite. J'ai eu la tentation de commenter, de juger le cadrage, le goût. J'ai respiré. Tu étais magnifique, ai-je dit, et j'ai touché la photo du bout des doigts avec une précaution religieuse. Claire m'a regardé longtemps, comme pour vérifier si la louange n'était pas une manœuvre. Puis elle l'a glissée dans une pochette à part, celle-là, je la garde. Nous avons aussi affronté l'extérieur, un dîner chez ma sœur Hélène. Terrain miné. Elle avait préparé des rillettes maison, trop salées autrefois, j'aurais corrigé la recette en direct. J'ai mangé en silence, j'ai remercié, j'ai loué le bouquet de la table. Hélène, déstabilisée, a cherché la faille, on te reconnaît à peine. J'ai répondu sans agressivité, c'est peut-être un compliment. Claire a baissé la tête pour cacher un sourire. Voilà ce que j'appelais désormais conquête, ne pas rallumer des guerres inutiles. Choisir de ne plus gagner pour, enfin, grandir. Professionnellement, la vie de Claire s'ouvrait aussi. Un matin, au café en bas de chez nous, elle m'a parlé d'une opportunité, une mission plus créative dans son équipe à Montreuil. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, a-t-elle avoué. J'ai senti la vieille mécanique, la leçon, le plan d'attaque démarrer. Je l'ai arrêtée avant même qu'elle ne sorte. Qu'est-ce qui t'excite là-dedans? Elle m'a décrite la liberté, le droit au tâtonnement, la place laissée aux intuitions. Je l'ai écoutée. Puis j'ai dit, tu as le droit d'essayer. Et le droit d'échouer. Elle m'a fixé, comme si ces mots n'existaient pas dans la langue que j'avais jadis imposée. Tu penses vraiment ça? Oui. Je pense que tu n'as plus à vivre sous mon barème. Dans le reflet de la vitrine, j'ai vu ses épaules descendre d'un cran. Parfois, la liberté tient à une phrase, mais il faut des années pour préparer cette phrase. Nous avons, avec Madame Lefebvre, tenté une séance à deux. Pas un tribunal, un atelier. La psychologue a posé une grande feuille au centre, y a tracé 3 colonnes, avant, maintenant, demain. Elle nous a invités à y déposer des mots, pas des plaidoiries. J'ai écrit contrôle, honte, peur dans la première, écoute, lenteur, geste dans la deuxième, patience, rituel, maison dans la troisième. Claire a ajouté respirer dans demain. Ce verbe m'a bouleversé, tellement simple qu'il devient essentiel quand il a manqué. Respirer dans une maison où on ne mesure plus chaque souffle. Respirer côte à côte. Un dimanche, nous sommes allés à Honfleur. Petite folie douce. La mer, presque plate, réfléchissait un ciel nacré. Nous avons marché sur le quai, mangé des huîtres, ri parce qu'une bourrasque nous avait pris de biais. Claire a pris une photo, moi, le col relevé, les cheveux en désordre, les yeux plissés par la lumière. Elle me l'a montré, je t'aime bien comme ça. Vivante. Pas parfaite. Ces mots ont ancré quelque chose en moi. L'expansion, c'était accepter d'être vue dans mon inachèvement. Et lui laisser le droit d'aimer ce visage-là. À la maison, j'ai retouché des habitudes. J'ai supprimé les phrases qui commençaient par tu devrais. J'ai ouvert les fenêtres plus souvent. J'ai mis un bol sur la commode, un bol de briques et de brocs où nous laissions chacune, le soir, un billet avec un merci dessus. Parfois, c'était trivial, merci pour la tisane. Parfois, c'était un aveu, merci d'être resté alors que j'avais peur. Ces papiers pliés dessinaient une topographie de notre expansion, non pas grandiose, mais continue. Un soir de mai, Claire a cuisiné des asperges, une sauce au beurre noisette, un citron confit. Nous avons dîné sur le balcon, au-dessus des voies de la rue. J'ai levé mon verre d'eau comme on lève le verre rare, et j'ai dit, à nos pas, elle a hoché la tête, et a ajouté, à nos pauses aussi. J'ai ri. Elle aussi. Rire à deux, j'en avais oublié la mécanique. Pourtant, au cœur même de cette expansion, je sentais une inquiétude migrer, comme une ombre qui ne lâche pas la lumière. Que se passerait-il si je rechutais? Si un mot malheureux, une fatigue, un verdict médical plus sombre menaçait ce que nous avions semé? Je n'ai pas chassé cette peur. Je l'ai posée sur la table, à côté des fleurs.
J'ai peur, ai-je dit à Claire. Elle a répondu sans détour, moi aussi. Mais on n'est plus seul dedans. Cette phrase a été une victoire supérieure à toutes les autres car elle n'annonçait pas l'absence de tempête, seulement la promesse d'un équipage. Cette expansion n'avait rien d'un feu d'artifice. C'était une aube longue. Elle se construisait dans des gestes, lui envoyer un message à midi sans poser de questions, lui proposer un film et accepter qu'elle dise non, lui laisser l'appartement un soir pour qu'elle invite des amis et sortir, moi, marcher jusqu'à la Bastille, me perdre dans la foule, savourer d'être une femme parmi d'autres. Et plus seulement la mer qui sait. Nous avons terminé ce printemps dans une petite salle de Montreuil, un atelier de réparation d'objets où l'on réapprenait à raccommoder au lieu de jeter. Claire a recousu la poignée d'un sac. Moi, j'ai repris une nappe ancienne. Un bénévole nous a montré le point invisible. C'est long, mais ça tient, a-t-il dit. J'ai eu envie de lui répondre, vous venez de résumer ma vie. Je me suis contentée de sourire, les yeux humides. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai relu les premières pages du carnet. Les mots étaient toujours laids et vrais. Mais entre eux, quelque chose avait changé, l'air circulait. J'ai ajouté une phrase, datée, nette, aujourd'hui, j'ai aimé sans serrer. Puis j'ai refermé. J'ai éteint la lampe. Au dehors, Paris bruissait. Dedans, je n'étais plus une forteresse. J'étais une maison avec des fenêtres. Et pourtant, je le savais, toute expansion appelle des vents contraires. Les nouveaux défis, eux aussi, frappaient déjà à la porte. Le printemps avançait, et avec lui, nos pas semblaient plus assurés. Mais j'ai vite compris que la croissance, aussi belle soit-elle, n'arrive jamais sans nouveaux défis. Le chemin du pardon et de la reconstruction ne ressemblait pas à une ligne droite, c'était une route sinueuse, ponctuée d'obstacles imprévus, d'ombres qui revenaient s'imposer au détour d'un instant. Le premier défi fut la fatigue. Mon corps, malgré mes efforts, peinait à suivre. Après quelques semaines de promenade, de petites victoires au marché ou dans le jardin des Buttes-Chaumont, une rechute m'a cloué au lit. La fièvre, la toux, la peur de retourner à l'hôpital. Claire, inquiète, a retrouvé des gestes brusques, comme si l'angoisse réveillait en elle la colère ancienne. « Tu ne fais pas assez attention », m'a-t-elle lancé un soir. Sa voix avait retrouvé les accents accusateurs que j'avais tant utilisés contre elle. Ironie du sort, j'étais devenue, malgré moi, le miroir de ce que je lui avais transmis. J'ai respiré profondément, et pour la première fois, je n'ai pas répondu sur le même ton. « Tu as raison, Claire. Mais tu n'as pas à porter seule ce poids. » Elle m'a regardée, interloquée. Moi, la mère qui accusait toujours, je renonçais à la bataille pour lui offrir un partage. Petit défi, petite victoire. Le deuxième obstacle fut social. Ma sœur Hélène, toujours prompte à rappeler mes fautes, ne comprenait pas ma transformation. « Tu crois qu'on change à ton âge ?» a-t-elle lâché lors d'un repas. Claire s'est tendue, prête à défendre ce que nous construisions. Mais je l'ai devancée, « Non, Hélène, on ne change pas tout. Mais on apprend. » La phrase a laissé un silence dans la pièce. Claire m'a jeté un coup d'œil furtif, presque fier. Pour elle, pour nous deux, j'avais résisté à la tentation de justifier, d'expliquer, de combattre. Un troisième défi est venu de l'intérieur, la peur du temps. Chaque soir, dans la solitude de ma chambre, je me demandais si j'avais assez d'années devant moi pour rattraper ce qui avait été perdu. Cette pensée me rongeait, et si ma mort arrivait avant que Claire ne me pardonne vraiment ? Mais un jour, en promenant dans le marais, je lui ai confié ce poids. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps, ai-je avoué. Elle m'a serré le bras, doucement. Alors vivons maintenant, maman. Le reste ne dépend pas de nous. Ces mots ont balayé mes angoisses comme un vent qui disperse les nuages. Puis vint le défi de l'autonomie. Claire, habituée à vivre seule, peinait à accepter ma présence renouvelée dans sa vie. Un soir, elle m'a dit avec franchise, « J'ai besoin d'air, maman. J'ai peur que ta maladie nous replonge dans la dépendance. » J'ai senti une vieille douleur se réveiller, la peur d'être rejetée. Mais je me suis souvenu de ma promesse. « Prends tout l'air dont tu as besoin », ai-je répondu. « Mon amour ne dépend plus de ta proximité. »
Et j'ai découvert que la vraie liberté donnée à ma fille était aussi une victoire pour moi. Un autre défi surgit lors d'une séance avec Madame Lefebvre. La psychologue nous demanda d'écrire une lettre, chacune, l'une pour l'autre. J'ai tremblé en tenant mon stylo. Que dire qui ne soit pas encore une justification? Alors j'ai écrit seulement « Je veux t'aimer sans te blesser. Et si je tombe, aide-moi à me relever. » Claire, de son côté, a écrit « Je ne sais pas encore si je te pardonne. Mais je veux essayer. » En lisant ces mots, mes larmes ont coulé librement. L'essai, voilà le vrai défi. Le pardon n'était pas un verdict immédiat, c'était une marche continue, un chemin partagé. Les défis s'étendaient aussi au quotidien banal. Une casserole brûlée, une remarque involontaire, une fatigue trop visible. Chaque détail pouvait rallumer d'anciennes blessures. Mais chaque fois, nous apprenions à respirer, à reprendre, à poser des mots. « Je suis désolée », disais-je sans attendre. « Ce n'est rien », répondait-elle parfois. Et derrière ces phrases simples, il y avait des décennies de non-dits qui commençaient à se dissoudre. Un soir d'été, alors que nous marchions le long de la Seine, Claire s'est arrêtée face à Notre-Dame encore en reconstruction. Les échafaudages brillaient dans la lumière crépusculaire. Elle a murmuré, « Tu vois, même les choses brisées peuvent renaître. Mais ça prend du temps. » Elle parlait de la cathédrale, mais je savais qu'elle parlait de nous. J'ai pris sa main. Elle ne l'a pas retirée. Voilà la vérité que j'ai apprise dans ces nouveaux défis, la croissance n'est pas un sommet à atteindre, mais un équilibre à maintenir. Chaque obstacle, chaque confrontation, chaque fatigue était une épreuve qui, paradoxalement, nous rapprochait. Le vrai danger n'était pas l'échec, mais l'oubli. Oublier d'aimer, oublier d'écouter, oublier d'essayer. Et dans cette vigilance constante, j'ai découvert une forme de force que je n'avais jamais connue. Non pas celle de commander, mais celle d'accompagner. Non pas celle de contrôler, mais celle de faire confiance. Oui, les défis étaient nombreux. Mais ils n'étaient plus des ennemis. Ils étaient devenus les pierres mêmes sur lesquelles nous construisions, pas à pas, notre maison nouvelle. L'été s'estompa doucement, laissant place à l'automne parisien. Les feuilles des platanes tombaient en tourbillons dorés sur les trottoirs, et chaque promenade avec Claire devenait un rituel empreint de sérénité. Mon corps, bien sûr, restait fragile. Je savais que je n'aurais plus jamais la force de mes 40 ans, ni même celle de mes 60. Mais une autre forme de puissance s'était installée en moi, celle de la vérité assumée et de l'amour réappris. Un soir, nous étions assises sur le balcon, un thé chaud entre les mains, à contempler les toits gris de Paris. Claire a rompu le silence, « Tu sais, maman, parfois j'ai peur que tout ça disparaisse. Que tu retombes dans tes vieux travers, ou que ta maladie t'emporte trop vite. » J'ai posé ma main sur la sienne. Moi aussi, j'ai peur. Mais tu m'as appris une chose, ce qui compte, ce n'est pas combien de temps il reste, mais ce que nous faisons de ce temps. Elle a souri, un sourire tremblant, mais sincère. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon héritage ne serait pas matériel. Je n'avais pas de fortune à transmettre, pas de maison de campagne ni de bijoux précieux. Mon vrai héritage serait ce chemin de réconciliation, cette preuve que l'amour peut renaître même au cœur des ruines. Ce serait une mémoire, une empreinte, celle d'une mère qui a appris trop tard, mais pas trop tard pour changer. Je me suis mise à écrire davantage dans mon carnet. Pas seulement des excuses ou des souvenirs, mais des messages pour Claire. Des phrases qu'elle pourrait relire après moi. Et n'oublie jamais que ton rire est ta victoire, ai-je noté un soir. Sois douce avec toi-même, comme tu as appris à l'être avec moi, ai-je ajouté une autre fois. Chaque mot était un morceau d'héritage, non pas de ma voix autoritaire d'autrefois, mais de mon cœur enfin apaisé. La psychologue, Madame Lefebvre, nous avait demandé de penser à une image qui résumerait notre parcours. Claire a choisi la cathédrale de Notre-Dame en reconstruction. Moi, j'ai choisi un simple bol fêlé que nous utilisions pour nos billets de gratitude. Parce qu'il a été cassé, mais qu'il sert encore, ai-je dit. Claire a hoché la tête, émue. Nos symboles se répondaient, comme deux fragments d'une même histoire. Les défis continuaient, bien sûr. Parfois, une parole de trop me brûlait les lèvres. Parfois, la fatigue me rendait irritable. Mais la différence, désormais,
était que je n'avais plus peur de tomber, car je savais que nous savions nous relever ensemble. L'amour n'était plus une exigence, c'était une pratique quotidienne, fragile et belle. En décembre, nous avons décoré le petit appartement pour Noël. Rien de somptueux, une guirlande lumineuse, quelques bougies, un sapin acheté au marché de la Bastille. Mais pour moi, c'était une fête plus grande que toutes celles que j'avais organisées avec rigidité dans le passé. Ce soir-là, en partageant un repas simple, Claire a levé son verre et a dit « À nous ». Pas à ce que nous avons perdu, mais à ce que nous avons retrouvé. J'ai senti mes yeux s'embuer. C'était mon plus beau cadeau. Avec le temps, j'ai accepté que ma maladie resterait une compagne. Elle était le rappel constant de ma vulnérabilité. Mais au lieu de la maudire, j'ai choisi de la voir comme une messagère. Sans elle, jamais je n'aurais eu le courage de tout remettre en question, jamais je n'aurais demandé pardon, jamais je n'aurais osé aimer autrement. Parfois, les pires épreuves deviennent les plus grands maîtres. Et c'est là le message que je veux laisser, non seulement à Claire, mais à toutes celles qui m'écoutent aujourd'hui. Peu importe l'âge, peu importe la gravité de nos erreurs, peu importe le poids de notre passé, il est toujours possible de changer. Pas de réécrire l'histoire, mais d'ouvrir un nouveau chapitre. Pas de tout réparer, mais de créer, dans l'instant présent, quelque chose de vrai, de tendre, d'humain. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme ordinaire qui a trop tardé, qui a blessé, qui a failli. Mais je suis aussi une femme qui a découvert que la vie ne se mesure pas à nos fautes, mais à notre capacité à aimer après elle. Et cet héritage-là, je veux qu'il vive dans le cœur de ma fille, dans le cœur de toutes celles qui se reconnaîtront dans mon histoire. Un matin d'hiver, alors que Paris se réveillait sous un voile de givre, j'ai regardé Claire s'éloigner vers son travail. Elle marchait d'un pas décidé, le visage levé vers le ciel. Et j'ai compris, mon plus bel héritage n'était pas ce que je lui disais, mais ce qu'elle devenait. Libre, forte, lumineuse. Tout ce que je n'avais pas su être pour elle, elle l'était devenue malgré moi et désormais, un peu grâce à moi. Je suis restée là, immobile, le cœur plein. Et j'ai murmuré, merci, la vie. Merci de m'avoir laissé le temps de réparer. À toutes les mères, à toutes les filles, à toutes celles qui portent des blessures anciennes, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard. Même au cœur de la maladie, de la douleur, du regret, il reste toujours une lumière. Le pardon n'est pas un effacement, c'est un chemin. Et chaque pas, aussi petit soit-il, est déjà une victoire.